Bonjour à tous. Good morning, everybody. I can't hear you. Good morning. Bonjour. Good morning. Bonjour. Hello. Great, fantastic. I love to see this level of energy. So this is my pleasure today to welcome somebody I have a lot of, I would say, respect for. As you all know, this month, this is the month where we want to highlight some fantastic, amazing, outstanding women. And, we had the privilege to have a couple of those women. And this morning, this is really my pleasure to welcome and to introduce Professeur Claire Mounier-Veillé. Alors, je vais passer en français. C'était juste histoire de faire un wake-up call pour les uns et les autres au cas où éventuellement vous n'aviez pas pris suffisamment de café. Voilà. Plus sérieusement, je suis très, très heureux d'accueillir le professeur Claire Mounier-Veillé, qui est une femme pour qui j'ai un immense respect et une très grande admiration. Alors, Claire, certaines d'entre vous et certains d'entre vous l'ont déjà vue puisqu'elle était déjà intervenue il y a quasiment un an, puisqu'elle avait eu la gentillesse de faire une conférence à la Maison des Arts et Métiers sur ces sujets des pathologies cardiovasculaires appliquées aux femmes. Alors, comment présenter Claire? Ça pourrait être très, très long, mais je vais essayer de faire un résumé. C'est surtout une femme qui a dédié sa vie et qui a un engagement, une détermination incroyable au profit de la santé des femmes. Donc, c'est plus de 30 ans d'expérience de vie dédiée aux femmes dans des environnements à la fois d'excellence. Et c'est une femme qui a toujours appliqué 4 valeurs qui nous sont très chères ici à la Chambre: la bienveillance, l'exigence, l'expérience et la performance. Alors, la présenter très rapidement, elle a eu énormément d'engagement, et j'allais dire presque plusieurs vies. 30 ans en tant qu'engagée auprès des femmes au CHU de Lille, qui est peut-être le plus grand hôpital européen dans le domaine des pathologies cardiovasculaires. Elle dirige l'Institut Cœur Poumon Santé. Elle a été engagée aussi pour le bien public et la santé publique en tant qu'ancienne présidente de la Fédération française de cardiologie, qui est une petite organisation de quelques 26 associations régionales et 28 000 bénévoles. Elle a aussi un mandat auprès de la mairie de Lille en charge de la prévention et de la santé des femmes, puisque, comme vous le savez, notamment dans le Nord, vous avez un niveau de santé et de précarité qui sont souvent liés des femmes très importants. Elle a cofondé, et c'est un honneur pour moi, cofondé Agir pour le cœur des femmes, la Women's Cardiovascular Healthcare Foundation. Elle a fait beaucoup de choses. Elle a écrit un livre que je vous conseille qui s'appelle Agir plutôt que subir, mon combat pour le cœur des femmes. Elle a reçu de très nombreux prix, de très nombreuses reconnaissances de cette excellence, à la fois scientifique et sociétale, notamment au travers du prix de l'excellence dans la capacité de communiquer un certain nombre de choses. Merci Catherine, pour la Fondation pour la recherche médicale, qui est un peu l'équivalent de ce que serait, toute chose étant égale par ailleurs, le Nobel dans le domaine de la médecine et dans la capacité de communiquer en France un certain nombre de sujets. Voilà, donc vous dire que, évidemment, pour la Chambre, c'est un grand plaisir que d'avoir Claire avec nous aujourd'hui. Et plutôt que de passer des slides en revue, ce qui a un côté un peu boring, surtout le matin, et puis comme on a tous une indigestion de slides, et puis on a décidé de faire quelque chose d'un peu plus interactif, si vous en êtes d'accord. Donc pendant une quarantaine de minutes, je vais poser un certain nombre de questions que peut-être chacune ou chacun d'entre vous vous posez, ou en tout cas que des interrogations que vous pouvez avoir qui sont tout à fait légitimes par rapport à la santé et à la santé des femmes. Et puis derrière, on aura une partie session questions-réponses. Et au travers du chat, n'hésitez pas à envoyer vos questions et j'essaierai d'être votre ambassadeur auprès de Claire. Voilà. Donc, Claire, je te propose que l'on démarre. À nouveau, un grand, grand merci d'être avec nous. Je vois qu'en plus, Catherine a mis une très, très belle affiche dans le fond. À votre bon cœur, mesdames. Aidez-nous en faisant un don, c'est merveilleux. Quelle préparation, il y a vraiment une technicité de très très haut vol à la Chambre de commerce franco-britannique. Alors, Claire. Je voulais d'abord remercier Thierry. Je Oui. voulais vous remercier, te remercier en tant que président de la Chambre de commerce, remercier Catherine et Valentine qui ont extrêmement bien préparé cette session de ce matin. Donc, c'est aussi sympa de les remercier. Les petites vidéos
Valentine a été épatante. Donc voilà, c'est un plaisir de venir parler parmi vous. Il y a une super ambiance, ça me fait rencontrer des gens nouveaux. C'est vrai qu'également pour agir, tu apportes une expertise sociétale, économique que je n'ai pas et qui fait que ce projet, finalement, en 1 an d'existence, marche extrêmement bien, se développe à une vitesse éclair parce qu'il y a cette fusion entre les 2 expertises et puis cet environnement très bienveillant que je retrouve à chaque fois que je vais à la chambre. Et pour ceux qui nous écoutent, allez voir les locaux, ils sont absolument splendides. Alors maintenant, je me prête au jeu des questions. Très bien, très, très bien. Alors, Claire, on a, au travers de l'expérience qui est la tienne et au contact de toutes ces femmes qui, tous les jours, te consultent, quand on parle des pathologies cardiovasculaires, des maladies cardiovasculaires, la première question, on parle de quoi? Et puis, si tu peux nous les préciser en quelques mots de façon à avoir un cadre de discussion qui soit précis. Effectivement, les maladies cardiovasculaires, c'est un peu un melting pot, un fourre-tout. Donc, ça comporte tout ce qui est les accidents vasculaires cérébraux, ischémiques, c'est-à-dire quand l'artère se bouche, ou hémorragique, le saignement. Ça comporte les maladies du muscle cardiaque, puisque le cœur est un muscle, mais également les artères qui les nourrissent, les coronaires, le tissu électrique du cœur, donc, puisque le cœur se contracte grâce à un tissu électrique qui commande la contraction. Donc, c'est tout ce qu'on appelle la fibrillation auriculaire, le flotteur. La forme la plus grave, c'est l'arrêt cardiaque par fibrillation ventriculaire. Et puis après, il y a la maladie des artères, c'est-à-dire le gros tuyau qui part de l'aorte, qui part du cœur, pardon, qui est l'aorte, qui peut se dilater ou se déchirer. Et puis les artères des jambes qui peuvent se boucher, notamment lorsqu'on fume beaucoup et qu'on a du cholestérol. Donc c'est et puis pour terminer, j'allais oublier les maladies des petites portes du cœur, les valves cardiaques qui peuvent soit fuir, soit se rétrécir. Donc vous voyez, c'est beaucoup de choses, j'en ai certainement encore oublié, mais toujours est-il que quand on parle de maladies cardiovasculaires, eh bien ça comporte toutes ces entités-là. Alors, tu alertes régulièrement et j'en profite aussi pour rappeler que tu es que tu interviens vraiment régulièrement au niveau de l'ensemble des médias. Tu as été en 2020 élue top 20 influenceuse sur les réseaux sociaux et notamment LinkedIn. Donc, pourquoi aujourd'hui alerter et parler d'état d'urgence? Ça, c'est la première chose parce que ça peut être éventuellement un côté anxiogène. Qu'est-ce qui a finalement changé depuis ces 30 dernières années? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, alors on parle beaucoup du Covid, mais pourquoi en 2021, ces femmes, elles sont plus exposées que finalement nos mères ou nos grands-mères? Alors, c'est vrai qu'on parle d'alerte rouge, c'est l'épidémiologie qui parle d'elle-même, hein. C'est 200 femmes par jour qui meurent d'accidents cardio-cérébrovasculaires, 76 000 décès par an. Et j'aime pas comparer les 2 maladies parce qu'il ne faut pas les comparer, mais c'est 6 fois plus que les décès par cancer du sein. Tout simplement parce qu'on a accès à un programme de dépistage très organisé pour le cancer du sein et fort heureusement depuis un peu plus de 30 ans. Et finalement, à 50 ans, on nous propose un dépistage par mammographie. Pour les maladies cardiovasculaires, c'est une maladie qui est extrêmement différente. On aura l'occasion d'y revenir ce matin. Les symptômes sont différents. La sensibilité aux facteurs de risque est différente. C'est une maladie de l'environnement. Il y a quand même une bonne nouvelle. On dit toujours, Thierry et moi, c'est que dans 8 cas sur 10, on peut quand même éviter l'accident, ne serait-ce qu'en faisant une session comme ce matin ou en alertant sur les réseaux sociaux, car on n'a pas besoin d'être médecin pour faire de la prévention efficace. C'est chaque citoyenne et citoyen, en ayant la connaissance, eh bien finalement, l'objet de ces webinars ou de ces communications grand public, c'est pas d'être sous les lumières, on s'en fout de ça. L'important, c'est de donner les bonnes informations pour que les gens puissent se faire dépister. Ça, c'est très important. Et tous les jours, on a des témoignages sur les réseaux. J'ai vu votre poste, ma copine avait des symptômes, j'ai appelé le SAMU, grâce à ce poste, j'ai sauvé mon ami. Ça, c'est génial. Voilà. Donc, si je résume par rapport à ce que tu viens de nous dire, première chose, c'est le côté qui peut être, dont nous devons tous avoir connaissance, c'est la première cause de mortalité des femmes Mm, en France et dans le monde. mm, 200 femmes par jour, 75 000 femmes dans le monde par jour. Donc, c'est mm. juste énorme. Et là, ça va contre une idée reçue où 99% des gens peuvent penser que c'est le cancer du sein. La deuxième chose, c'est une bonne nouvelle. Dans 8 cas sur 10, par une prévention positive et bienveillante, et tu vas en parler, on peut éviter à ces femmes de rentrer dans la maladie. Alors, finalement, on va aller vers cette notion de prévention. Est-ce que tu peux nous parler
de ces clés de prévention positive, bienveillante, qui contrecarrent finalement ces chiffres qui peuvent paraître énormes et assez anxiogènes et dont peut-être un certain nombre de personnes qui sont avec nous aujourd'hui n'avaient pas connaissance. Les clés de prévention positive, c'est déjà d'assister à un webinaire comme ce matin, avoir l'information. Ensuite, bien préparer, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, ces consultations médicales aux 3 étapes clés de la vie hormonale d'une femme, c'est-à-dire la première contraception, ce que j'appelle les 6 consultations clés. La consultation de la première contraception qui va éliminer les contre-indications aux oestrogènes de synthèse qui peuvent être dangereux chez certaines femmes. C'est la consultation de suivi de la contraception. Préparer sa grossesse également pour les femmes, parce que les grossesses sont de plus en plus tardives. L'âge de la première grossesse, c'est 35 ans. Et donc, on va préparer ces femmes à être enceintes. Après l'accouchement, pour celles qui ont eu une hypertension ou un diabète pendant la grossesse, eh bien, on va également faire ce bilan du postpartum et puis à l'entrée dans la ménopause. Et finalement, on apprend aux femmes à préparer leur consultation avec une prise de sang, on y reviendra, avec une mesure de pression artérielle, en écoutant leur corps, parce qu'on connaît notre corps et les symptômes, et puis en accompagnant son médecin traitant, notamment avec un relevé, par exemple, d'automesure tensionnelle. Donc, tout est dans la préparation, dans l'écoute de soi, et finalement, on dit on n'a pas le temps de se soigner, parce qu'on a un job, parce qu'on est full-time tout le temps, parce qu'on a la triple vie, épouse, maman, boulot. Mais je pense que c'est important de se garder ce temps-là pour soi, parce que finalement, c'est des années de vie sauvées. Et il y a également la notion de handicap dont on n'a pas parlé, mais une femme qui fait un infarctus du myocarde et qui se retrouve avec un cœur qui a du mal à se contracter, ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque, eh bien, elle vit après en mauvaise santé, avec un handicap. Et notre objectif, c'est pas ça. C'est de vivre vieux, en bonne santé, pour croquer la vie à pleines dents, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que tu peux, à ce stade, nous préciser d'abord, qu'est-ce qu'on appelle le risque cardiovasculaire? C'est-à-dire, en clair, je suis à risque ou je ne suis pas à risque, donc qui permettent de décoder un peu des signes avant-coureurs de ce que tu appelles régulièrement cette tueuse silencieuse. Et puis après, nous parler des risques que l'on doit dépister chez les femmes qui nous écoutent. Et puis on viendra après, mais sur la différence avec les hommes. Mais d'abord, parle-nous de ces 2 sujets, risque cardiovasculaire et comment est-ce qu'on fait du dépistage utile chez les femmes. Alors, le risque cardiovasculaire, c'est vrai que c'est un peu une nébuleuse. Quand je parle de risque cardiovasculaire en consultation, ils sourient poliment, puis ils disent rien. Alors, c'est comme un caddie de supermarché. C'est-à-dire, vous figurez, tout le monde va faire ses courses. Donc, le caddie de supermarché, c'est la notion de risque, c'est-à-dire la probabilité qu'on a de faire un infarctus, un accident vasculaire cérébral, un problème aortique, quand on est exposé à des facteurs de risque dont on y reviendra et qu'on ne les prend pas en charge. Donc, c'est la probabilité à 10 ans. Donc, dans ce caddie, je mets quoi? Je vais mettre les facteurs de risque, on va y revenir tout de suite, les facteurs de risque traditionnels, les facteurs de risque spécifiques aux femmes, le résultat de mon bilan cardiovasculaire que j'aurais fait chez ces femmes-là au cas par cas, parce que c'est une prise en charge haute couture pour chaque femme. Et puis finalement, le traitement, c'est le bon de réduction. Le traitement doit vous éviter le premier accident. Et finalement, c'est comme pour les soldes. Eh bien, vous avez été exposé à un facteur de risque, mais finalement, ça ne va rien vous coûter puisque vous allez prendre votre traitement et vous allez finalement revoir un peu votre hygiène de vie, mais en gardant la notion de plaisir. Ça, c'est très important. Alors, on parle souvent finalement de symptômes chez la femme différents du symptôme chez l'homme. C'est-à-dire que si je résume, et c'est pas faire injure aux hommes qui sont là, mais d'abord peut-être que nous les hommes, on s'écoute un peu plus que vous les femmes. Ça, c'est une palissade. Mais éventuellement, si je dis à mon épouse, je me sens oppressé, j'ai mal là et j'ai mal au bras, dans le quart de seconde, c'est go to the cardiologue. Bon. Qu'est-ce qui différencie finalement les symptômes d'un homme, d'une femme, parce que les symptômes sont fondamentalement assez différents? Alors, la fameuse douleur thoracique des hommes, parce qu'il y a des messieurs qui nous écoutent, il y a la douleur qu'on dit constrictive en étau, qui va dans la mâchoire et le bras. Cette douleur-là, elle concerne quand même à peu près une femme sur deux. Ça veut dire quoi cette douleur? Parce qu'il faut comprendre à quoi sont dus les symptômes. Si on ne comprend pas, c'est une artère qui se bouche brutalement. Donc le cœur n'est plus irrigué, le cœur est très innervé, ça fait très mal. Ça, c'est le premier point.
Les femmes, c'est une maladie qui est différente. C'est-à-dire en tout cas avant la ménopause, c'est plutôt des plaques molles qui vont se déchirer, un peu comme une ampoule, la peau qui s'enlève, qui vont s'ulcérer, qui vont se disséquer, la poupée russe, ou encore se spasmer. On a des artères très toniques. Et finalement, ça va donner des symptômes qui vont et qui viennent, très atypiques, à type d'essoufflement. Donc, ça va être un essoufflement brutal à l'effort, souvent associé à une notion d'angoisse, une douleur entre les omoplates, entre les deux épaules, une douleur au creux de l'estomac, des symptômes digestifs, parce que curieusement, les femmes font plutôt une maladie de l'artère qu'on appelle la coronaire droite, qui vascularise le plancher du cœur et les parois latérales du cœur, et ça donne des symptômes plutôt digestifs, puisque le nerf qui innerve le cœur est le même qui innerve l'estomac et l'ésophage, d'où les symptômes digestifs. Donc c'est vrai que ce sont des symptômes qui vont, qui viennent, mais qui, dans le temps, vont devenir de plus en plus importants. Et finalement, la femme se dit au début, tiens, c'est rien. D'ailleurs, si vous allez sur le site d'Agir pour le cœur des femmes ou sur le Facebook ou LinkedIn, on a fait ce témoignage-là avant-hier soir d'une femme qui savait qu'elle avait un infarctus, des symptômes atypiques. Elle n'a pas été écoutée, elle a été prise en charge avec 10 heures de retard. 10 heures pour être sur une table de choro, alors que normalement, on a 2 heures pour ouvrir une coronaire, ce qui est incroyable. Donc finalement, effectivement, ces symptômes atypiques-là traduisent une maladie différente qu'on va voir spécifiquement, on verra peut-être tout à l'heure Thierry, je ne sais plus, avec le coroscanner. C'est-à-dire que ce n'est pas une coronarographie, c'est un examen par voie veineuse qu'on va faire à froid, en dépistage, et qui permet de bien screener les femmes qui ont cette maladie coronaire qui n'est pas ou peu symptomatique, mais ce n'est pas n'importe quelle femme, pour rassurer ceux qui nous écoutent, ce sont des femmes le plus souvent fumeuses, stressées, avec du cholestérol, parfois des hypertendus diabétiques, mais c'est surtout le stress, le tabac, le cholestérol, et puis on a aussi la contraception contenant des oestrogènes de synthèse qu'on appelle l'éthine et l'estradiol, et quel que soit le dosage. Donc finalement, c'est cet environnement-là qui fait que ces femmes-là vont faire un infarctus. Celles qui n'ont aucun facteur de risque, hormis de très rares cas, et là, je n'ai pas envie de faire peur à ceux qui nous écoutent, c'est rarissime. Le plus souvent, on retrouve toujours quelque chose. Hein. Alors, je sais que tu es coutumière de ce message qui est de dire aux femmes, écoutez-vous. Hein. Les femmes se connaissent bien pour des raisons évidentes et notamment dans leur vie hormonale. Donc, tu as un message que tu leur passes régulièrement, c'est écoutez-vous. Donc, si tu peux juste relister là les 5-6 symptômes qui doivent alerter et créer un effet déclencheur pour les femmes qui nous écoutent, c'est quoi? Donc, tu as parlé de digestion, en tout cas de nausées, etc. Tu peux rappeler les 4-5 pour que ce soit ces indicateurs-là. Alors, il ne faut pas oublier qu'elles peuvent avoir la douleur thoracique typique de l'homme. Un cas sur deux, quand même. Parce que ça, il faut vraiment le savoir. Une douleur comme ça, brutale, alors qu'elles n'ont jamais rien, c'est pas c'est rien, ça va passer, je prends un Doliprane. Ça dure plus de 5 minutes, on appelle le 15 ou le 112. Mais on est là pour ça, sinon on change de métier. Donc ça, c'est important. Après, c'est effectivement des troubles digestifs, mais ils sont souvent associés, ces signes. C'est des troubles digestifs avec une gêne entre les deux omoplates ou des signes digestifs avec un essoufflement. Elles peuvent être réveillées la nuit par cette douleur dans la poitrine ou par ces symptômes-là. Il y a souvent cette notion d'angoisse. Donc, c'est troubles digestifs, essoufflement, douleur dans la poitrine, pas forcément en étau, mais entre les omoplates. Parfois, c'est juste à l'épaule, parfois, c'est au creux de l'estomac. C'est les 3 symptômes les plus… Et tu parles aussi souvent des maux de tête de type… Ah non, alors les maux de tête, si, c'est important que tu le dises, puisqu'on a parlé d'accident vasculaire cérébral tout à l'heure. Donc là, on vient de faire un focus sur ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde. Donc, quand l'artère coronaire se bouche. Après, l'autre pathologie qui tue les femmes et qu'on doit prévenir absolument, aux 3 H clés, pareil, contraception, grossesse, ménopause, mais c'est plutôt contraception et ménopause, c'est l'accident vasculaire cérébral. Et les maux de tête, effectivement, ça peut témoigner d'une hypertension artérielle. Donc, maux de tête plutôt derrière la tête, frontale, associé à des troubles de la concentration, parfois aussi à un essoufflement ou à des palpitations. Il faut dépister l'hypertension, c'est ultra rentable. Cette hypertension, elle peut apparaître sous contraception, encore une fois, puisque c'est 10 à 15% des femmes avec une contraception avec oestrogène, c'est quand même pas rare. Et on le voit également au moment de la ménopause. Et traiter une hypertension, c'est une des mesures les plus efficaces pour prévenir l'accident vasculaire cérébral. Ça, c'est super important.
Et la deuxième chose, c'est que les femmes qui sont migraineuses, parce qu'il y a certainement des jeunes femmes qui nous écoutent, les migraines avec aura, c'est-à-dire celle qu'on connaît le plus, c'est la migraine ophtalmique. Bien, si vous avez une migraine ophtalmique et que vous fumez, migraine ophtalmique, même sans tabac, on ne doit pas prendre d'oestrogène de synthèse parce que ça favorise l'accident vasculaire cérébral. Hein, ça, c'est super important. Donc là, on ne vous fait pas peur. C'est simplement, ah bah tiens, zut, effectivement, je suis migraineuse. Bah oui, je fume quand même 3-4 cigarettes par jour. Bah, je vais voir ma gynéco pour qu'elle change ma contraception. C'est aussi simple que ça. Et vous n'avez pas fait l'AVC, donc je ne vous ai pas fait peur parce que je vous dis ce qu'il faut faire. Donc c'est ça la prévention efficace finalement. Hein. Alors, je voudrais qu'on passe maintenant dans la partie, on a parlé tout à l'heure de prévention positive et bienveillante. Hein, et tu utilises souvent cette expression que nous aimons beaucoup, tous les deux, qui est que finalement, à la fin de cette session, chacune des femmes et chacun des hommes qui sont avec nous, vous allez être des colibris de la prévention. C'est-à-dire que vous allez pouvoir échanger, partager, tels ces petits oiseaux, hein, avec vos parents, avec vos mères, avec vos pères, avec vos frères et sœurs, etc., pour simplement faire en sorte qu'il y ait cette sensibilisation. Alors maintenant, je voudrais qu'on rentre dans la partie prévention. Alors, la première question, c'est quand est-ce qu'il faut faire un bilan préventif? Et puis, est-ce que tu peux nous rappeler les consultations clés de dépistage aux 3 phases clés de la vie hormonale de la femme que tu as rappelé tout à l'heure, mais que je rappelle, que sont la première contraception, la première naissance et puis la phase de préménopause. Voilà. Donc, si tu peux nous parler de ce bilan préventif. Alors, déjà, le bilan préventif, effectivement, c'est important donc les 6 consultations clés. Donc, on va sortir de la grossesse où là, de toute façon, c'est très protocolisé. C'est une consultation mensuelle, organisée jusqu'à l'accouchement. Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, première phase clé, la contraception. Donc, en France, on a une consultation longue de dépistage et d'information des jeunes filles sur la première contraception et les maladies sexuellement transmissibles. Elle n'existe pas de façon curieuse pour la première grossesse, notamment les grossesses tardives, et pour l'entrée dans la ménopause. L'âge moyen de la ménopause en France, c'est 50 ans, plus ou moins 2 ans. Pour cette contraception, je pense que c'est important d'enseigner les feux rouges de la contraception avec oestrogène. La microprogestative, que ce soit le comprimé, l'implant à la progestérone ou le stérilet à la progestérone, il n'y a aucune contre-indication cardiovasculaire, aucune. Par contre, je vous ai déjà parlé de cette contraception avec oestrogène. Là, pareil, c'est soit sous forme de comprimé, l'anneau vaginal ou le patch contraceptif. Là, c'est s'il y a déjà des antécédents de phlébite ou d'embolie pulmonaire, donc des caillots sanguins dans les veines, un personnel ou chez la maman, chez une sœur, chez une tante, on ne peut pas la donner. Si on a plus de 35 ans et qu'on est une grosse fumeuse, en tout cas après 45 ans, on arrête les oestrogènes de synthèse. Donc finalement, cette première consultation de contraception et la consultation de suivi de la contraception, c'est pour réévaluer la non-contre-indication du renouvellement. Ce n'est pas un bonbon, ce n'est pas un jouet, c'est un vrai médicament et on n'a pas le droit de mourir parce qu'on a un médicament pour ne pas être enceinte. C'est un non-sens. Donc là, c'est super important. Et les autres contre-indications, quand on vient d'accoucher, pendant 6 semaines, 1 mois et demi, il ne faut surtout pas reprendre la pilule d'avant la grossesse, parce que c'est là qu'arrivent les gags de thrombose, enfin de caillots sanguins dans les artères et dans les veines. Et puis si malheureusement on a déjà fait une maladie cardiaque ou un AVC, on ne peut pas prendre ce type de contraception hormonale. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez communiquer autour de vous. Pour les femmes comme mon âge ou les plus âgées qui ont déjà des petits-enfants en âge d'avoir des bébés, eh ben c'est à vous maintenant à faire le colibri et à enseigner ce que vous avez entendu. La deuxième phase, effectivement, la grossesse. Donc, cette grossesse, on a fait un rapport sur la mortalité maternelle en décembre dernier. Et la première cause de décès maternel, c'est un décès de femme enceinte tous les 3 jours, ce qui n'est pas normal. On ne doit pas mourir parce qu'on est enceinte en 2021. Eh bien, la première cause de décès, ce sont les maladies cardiovasculaires. Et ça, c'est inacceptable. Donc, ce sont des morts évitables. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les grossesses, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont de plus en plus tardives. Il y a des femmes qui ont des maladies cardiaques qui n'en parlent pas à leur gynécologue, qui veulent absolument ce bébé et finalement elles prennent un risque. Donc l'objectif, c'est d'informer les femmes. On prépare ces femmes à la grossesse, on vérifie avec les obstétriciens qu'il n'y ait pas de contre-indication à la mise en route de la grossesse
et ensuite on y va. Et je pense notamment aux femmes qui ont recours à un don de gamètes, ovocytes et spermato, parce qu'elles ont vieilli, que finalement, voilà, elles ont une insuffisance ovarienne. Il faut savoir qu'elles ne sont pas immunisées contre ce patrimoine génétique des ovocytes et des spermatos et qu'elles peuvent déclencher des problèmes de placentation et ça donne de l'hypertension très importante. Et ça, il faut prévenir les femmes, prévenir pour qu'elles puissent se dépister leur tension artérielle et se faire suivre dans un centre spécialisé dès lors qu'elles ont recours à une procréation médicalement assistée. Ça, c'est super important. Et après l'accouchement, puisque c'est les grossesses tardives, eh bien, ces femmes-là, il faudra les revoir à distance, leur faire un bilan cardiovasculaire, les inciter à l'hygiène de vie préventive et les suivre environ tous les 2 à 3 ans pour évaluer le risque, que ces femmes-là sont à plus haut risque de faire de l'hypertension, du diabète ou un accident cardiovasculaire à la ménopause. Mais on est dans la prévention. À partir du moment où la femme le sait, elle se fait dépister. Moi, ça fait un peu prétentieuse de vous dire ça, mais j'ai extrêmement peu de patients qui sont hospitalisés pour une complication. Parce que c'est vrai que je suis un vrai pitbull, je les dépiste régulièrement et je peux être amenée à faire une coronarographie. Encore hier matin, j'ai croisé, là c'était pour les messieurs, vous voyez, donc les hommes qui nous écoutent, ça les intéresse aussi. Un monsieur que je suis depuis à peu près 10 ans, j'ai fait ces dépistages par écho d'effort régulièrement. Cette fois-ci, l'écho d'effort est très positive. Donc, j'ai croisé mon copain Arnaud Sur. Il m'a dit que là, il faut faire la choro. Je dis, oui, vas-y. Donc, lui, on lui a évité de faire l'infarctus parce qu'on dépiste. Et c'est tout l'objet de ce matin, c'est de finalement connaître les facteurs de risque, de se dépister et de faire ce qu'il faut pour éviter de se retrouver avec l'accident. C'est trop bête. Et après, donc, la dernière phase clé, donc, c'est l'entrée dans la ménopause. Donc, on est en train de valider avec le ministère de la Santé et Agir pour le cœur des femmes dans une expérimentation ministérielle. Donc, c'est toujours un peu la croix et la bannière pour faire des évaluations avec le ministère. Mais toujours est-il qu'on évalue la rentabilité de cette consultation de dépistage des facteurs de risque et des situations à risque à l'entrée dans la ménopause, que cette évaluation, une fois faite, c'est-à-dire dans 3 ans, toutes les femmes en France auront l'invitation à faire ce dépistage cardiovasculaire à l'entrée dans la ménopause. Donc, l'objectif d'Agir pour le cœur des femmes, c'est de travailler avec des experts pour justement faire bouger les lignes dans la médecine préventive en France, mais également de partager le savoir en allant dans d'autres pays. Mais ça, Thierry vous en parlera tout à l'heure. Je crois C'est que j'ai été extrêmement assez exhaustive. important. C'est extrêmement important parce que ce que tu es en train de dire là, c'est que au même titre que nous, les hommes, nous avons, par exemple, à 50 ans, l'obligation de faire du dépistage, notamment dans tout ce qui est cancer de type oesophage et notamment avec la coloscopie. Donc, ça veut dire que pour les femmes, en rentrée de phase de préménopause, auront cette obligation de consultation gynéco-cardio. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, on a regardé le coût, hein, on en parle souvent tous les deux avec Thierry, mais le coût d'un dépistage avec examen complémentaire, on l'avait évalué pour justement cette expérimentation du ministère, ça coûtait environ 680 € avec les examens complémentaires à l'hôpital public, hein. Je ne parle pas du privé. Mais à l'hôpital public, ça coûte à peu près 680 €. Le coût d'un accident cardiovasculaire jusqu'au décès de la personne, tu me recoupes, Thierry, si je me trompe, c'est un peu plus de 680 000 €. Donc, vous voyez, il y a un ratio qui est monstrueux. Mais en France, alors, je ne sais pas comment c'est je pense qu'en Angleterre, il y a pas mal de médecine préventive, mais en France, on est dans une médecine curative. Et quand vous dites à un cardiologue, je vais faire de la prévention, ils vous disent, mais non, on ne va plus faire de choro, on ne va plus mettre de défibrillateur, on ne va plus mettre de pacemaker, ça ne nous va pas du tout. Mais si, nous, notre objectif, c'est quand même de ne pas être malade et de ne pas se retrouver. Hier matin, en faisant la visite avec mon interne, j'avais 3 jeunes entre 32 et 36 ans, donc vous voyez, c'est quand même pas des vieux. Là, c'était des cardiomyopathies dilatées primitives, donc ça, on ne sait pas encore à quoi c'est dû. Mais la jeune femme de 32 ans, on a parlé, elle m'a dit, oui, j'ai compris, je ne pourrais pas être enceinte, et on lui met un défibrillateur mercredi. Et elle est rentrée dans la maladie par un œdème pulmonaire. Donc, vous voyez, ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais elle, ce qu'on veut, c'est finalement faire en sorte de l'accompagner. Bon, c'est les maladies rares, hein, bien évidemment, ce que je suis en train de vous dire. Donc, il est possible que cette jeune femme-là, on a parlé avec un des experts d'insuffisance cardiaque. Pour elle, la solution, c'est la greffe cardiaque. Une fois qu'elle sera greffée, elle pourra être enceinte. Parce que les femmes greffées cardiaques peuvent donner la vie. Ça, c'est génial. Alors Claire, je voudrais qu'on revienne à la notion de prévention et de manière très pragmatique.
ces femmes vont consulter. Et finalement, c'est un binôme qui s'installe entre le patient ou la patiente et le médecin, hein. C'est chacun vient avec sa connaissance, avec son expérience, avec ses informations, de façon à décoder et avoir une analyse à 360 degrés et pas venir uniquement sur un sujet précis, mais avoir cette vision globale auquel tu es tant attaché, d'accord? Parce que ce sont des petits éléments qu'on raccroche, tels les pièces d'un puzzle, et qui permettent finalement d'avoir une vision globale. Donc, dis-nous comment, toi, en tant que médecin, on peut t'aider quand on vient te voir pour préparer cette consultation de façon à faire en sorte que de cette consultation, eh bien, vont naître les bons éléments de prévention et mettre en place les bons outils en termes de médication. Effectivement, donc quand j'ai une demande, quand une lettre m'arrive de demande de consultation, allez, on va prendre la ménopause, bilan cardiovasculaire de la ménopause, on envoie aux femmes un questionnaire où elles vont recenser finalement leurs antécédents médico-chirurgicaux, leurs antécédents gynéco, où on y reviendra peut-être tout à l'heure, par exemple l'âge des premières règles, est-ce qu'elles ont un syndrome des ovaires polykystiques, une endométriose, le nombre de grossesses, le nombre d'enfants nés à terme, les traitements en cours. On leur demande de ramener toutes leurs ordonnances, on leur demande de checker, donc c'est une fiche qui est pré-remplie, les différents symptômes qu'elles pensent avoir. On leur envoie une ordonnance de bilan biologique avec la glycémie à jeun, bilan lipidique complet, une numération, une ferritinémie pour les femmes qui ont encore leurs règles. Et puis finalement, on leur demande de ramener toutes leurs ordonnances médicales, thérapeutiques et leur dossier gynécologique. Et avec ce dossier-là, finalement, quand on va, nous, médecins, débuter cette consultation, ça nous gagne énormément de temps. Pour celles qui ont un appareil d'automesure tensionnelle, on leur demande de nous faire un relevé d'automesure tensionnelle sur 2 fois 3 jours, c'est-à-dire 3 fois de suite la tension le matin en se réveillant en position assise au calme, la même chose le soir. Et on leur demande de nous amener un relevé d'automesure. Donc vous avez sur le site d'Agir pour le cœur des femmes, donc fiche pratique, rubrique Agir, ces fameuses fiches pour préparer votre consultation. Et finalement, ça va nous gagner environ 20 minutes de consultation et ça permet surtout d'aller focus sur quels sont les bons examens à prescrire pour optimiser l'évaluation du caddie de supermarché finalement et décider de quels examens faire et quels traitements mettre en place. Super. Alors, on va maintenant revenir sur cette très bonne nouvelle, hein, parce que là, on a parlé d'un certain nombre de pathologies, on a décrit, on a donné un certain nombre d'éléments dont il faut avoir connaissance. Alors, ça peut être anxiogène, mais il faut en avoir connaissance. Alors, la bonne nouvelle, et je voudrais qu'on le rappelle à nouveau ce matin, c'est que dans 8 cas sur 10, on peut éviter à ces femmes de rentrer dans la maladie. Et ça, c'est la très, très bonne nouvelle. Et tous ensemble, on peut inverser cette tendance et faire en sorte que les pathologies cardiovasculaires ne soient plus la première cause de mortalité des femmes. Alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce qu'on peut agir au quotidien? Qu'est-ce qu'on doit revoir dans notre mode de vie, finalement, sans pour autant, j'allais dire, mettre de côté le fait que les femmes qui nous écoutent là ce matin, elles sont engagées dans le business, que chacun sait que dans le business, il n'y a pas de stress, que ce sont des super mamans, que ce sont des super épouses, qu'il faut s'occuper de la logistique, etc., etc. Donc, c'est un peu par moment le millefeuille qu'on n'arrive plus à mettre dans le bec parce qu'il y en a trop. Donc, qu'est-ce que, comment est-ce qu'elles peuvent agir au quotidien sur des petites choses qui permettent de changer, par contre, le fond? Alors au quotidien, c'est déjà garder du temps pour soi. C'est facile à dire, hein. Garder d'abord, on va dire que l'hygiène de vie, enfin, la façon dont nous vivons, parce qu'hygiène de vie, c'est un terme un peu poussiéreux que j'aime pas, la façon dont nous vivons, c'est un éco-médicament. C'est-à-dire que ça fait la moitié de la route. C'est ça qui est important. C'est ce que j'explique à chaque fois que je fais mes consultes. Donc hier, aujourd'hui, je vais en faire une ce matin. C'est leur dire finalement, les médicaments qu'on met aujourd'hui, peut-être que demain, on pourra les diminuer et chez certaines d'entre elles, les arrêter parce qu'elles sont en fait en gros surpoids, hein. En fait, à chaque grossesse, on prend sournoisement du poids et si derrière, on ne fait pas hyper attention à reprendre le poids d'avant, on va finalement stocker cette graisse à chaque grossesse et peut-être 5 ans avant l'arrêt des règles, on va stocker sournoisement des graisses. Mais c'est pareil pour les hommes qui nous écoutent, hein. À partir de 50 ans, on consomme moins les calories, qu'on soit un homme ou une femme. Donc, soit on mange moins, soit on bouge plus. Il n'y a pas 36 solutions. Donc, finalement, bouger. Alors, vous allez me dire, oui, on fait du télétravail, on ne va plus en réunion. C'est vrai qu'on stocke.
hein. En 1 an de confinement, mes patientes ont en moyenne pris entre 5 et 10 kilos parce qu'elles sont en télétravail, parce qu'elles bougent moins, parce que du coup, moins de plaisir, donc on grignote et voilà. Donc en fait, bouger, c'est, monter, descendre les escaliers de son entreprise ou de là où on est. C'est sortir matin, midi et soir comme si on allait au travail, donc garder un rythme de travail. C'est également, le week-end, faire un sport qui fasse transpirer parce que si on marche, c'est super bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi transpirer. Il faut prendre, à peu près 2 fois 45 minutes par semaine. Une activité physique, ça peut être une corde à sauter, hein, si on n'a pas de place chez soi. Alors les voisins du dessous vont peut-être gueuler, mais ça, c'est pas grave. Mais c'est la corde à sauter, le vélo d'appartement, le training, la course à pied pour celles qui aiment ça. Voilà. Après, c'est bien dormir. Pourquoi bien dormir? Parce que si on ne dort pas assez, moins de 6 heures par nuit, c'est associé à un risque x2 d'infarctus du myocarde. Donc, il faut dormir au moins 6 heures par nuit. Quand on dort mal, quand on a un sommeil morcelé, pardon, on sécrète une hormone qui fait grossir, qui est le cortisol. Ça c'est important. Donc, il faut dormir correctement. Pour celles qui ont un sommeil très morcelé et ceux qui nous écoutent ou qui ont l'impression de ronfler, on ne l'a pas dit, mais il faut penser à dépister l'apnée du sommeil. Ça se fait chez un pneumologue, mais l'apnée du sommeil est aussi une situation à risque d'accident cardiovasculaire qui concerne les hommes et les femmes. Et c'est dans la journée, alors ça fait sourire Thierry quand je dis ça, mais c'est vrai, il faut se faire une petite sieste. Donc, je la fais, un quart d'heure, 20 minutes. Je ne dors pas forcément, mais le fait de se mettre au vert, sans écran, sans bruit, seul dans une pièce avec un masque avion, boule caisse, au repos, eh bien, ça permet de mettre au repos votre système nerveux sympathique, le cortisol. Et finalement, pour les Wonder Woman et les Wonder Man, eh bien, vous pouvez faire 2 journées en une parce que vous aurez coupé. Alors, il y en a qui me disent, ben non, je ne peux pas, je suis comme à la chambre de commerce maintenant, on ne peut pas parce que tout le monde est ensemble. Ben, vous pouvez faire ça dans les toilettes, hein. Vous pouvez faire ça dans votre voiture. Il faut trouver un endroit où finalement vous vous mettez au vert. Ça, c'est super important parce que la sieste ou le repos, ça permet vraiment de limiter cette prise de poids. C'est le sel. Donc, dans l'alimentation, on ne va pas refaire toute l'alimentation, mais les Français mangent entre 14 et 15 grammes de sel par jour. C'est monstrueux. Une rondelle de saucisson, c'est 1 gramme de sel. Les chips, hein, les apéros confinement, c'était une catastrophe pour la prise de poids. Donc, manger, éviter de ressaler, c'est tout ce qui est charcuterie, fromage, bon voilà. C'est tout ce qui est alcool également. L'alcool, c'est une calorie blanche et ça fait monter la pression artérielle. Donc, c'est pas plus d'une unité par jour et avec une journée sans pour les femmes. Et puis après, c'est également tout ce qui est légumes et fruits, parce que ça a un effet anti-hypertenseur. Ça limite également la fabrication des mauvaises graisses. Donc finalement, c'est un peu le régime crétois ou méditerranéen. Donc ça, c'est des régimes. Si vous avez faim, plutôt que de grignoter un gâteau, prenez des noisettes sans sucre. Ben, ça, c'est super bon, les oléagineux. Après, il y a tout ce qui est pois chiches, tout ça, mais bon, ça, après, il faut les tolérer sur le plan digestif. L'hygiène de vie, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre? Alors, le tabac, c'est vrai que moi, je ne fume pas, mais il faut en parler. Même 3 cigarettes par jour, pour nous les femmes, c'est pas bon. Ça multiplie par 2 le risque d'infarctus, parce que ça provoque un spasme. Donc finalement, il y a pas la cigarette, c'est un faux ami. Il vaut mieux prendre un léger anxiolytique si on n'est pas bien, parce qu'on est confiné, parce que c'est stressant, parce qu'on a l'impression de ne pas y arriver, que de se dire je fume une cigarette pour me détendre. La cigarette, c'est vraiment une véritable saloperie. Donc, limiter, 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 et si possible, essayer d'arrêter, même si la période n'est pas propice. Et puis après, le temps d'écran, de toute façon, on est derrière nos écrans beaucoup, mais il faut essayer de morceler, c'est-à-dire que vous vous levez toutes les 2 heures, pour ceux qui font de l'écran toute la journée, il faut que toutes les 2 heures, ou entre chaque Zoom, éviter de prendre des Zooms heure à heure, mais essayer de garder peut-être un petit quart d'heure entre chaque Zoom ou chaque team pour vous lever, pour aller boire, parce qu'on ne boit pas assez, il faut boire 1,5 litre d'eau par jour ou de liquide. Donc, vous levez, vous aérez, marchez un peu entre 2 Zooms. Ça, c'est super important. Voilà, je pense que j'en ai fait pas mal là. J'ai encore des choses. C'est parfait, merci, merci beaucoup. Alors, on va terminer sur cette dernière question, Claire, tu l'as évoqué tout à l'heure. On va parler des hormones féminines et on entend dire que ces hormones féminines protègent la santé des femmes. Mais tu en as parlé tout à l'heure, on entend dire qu'il y a des accidents cardiovasculaires sous pilule, qu'il ne fallait plus donner de traitement hormonal à la ménopause, car c'était dangereux pour leur santé, etc. Alors, tout ça, c'est un peu complexe. Si tu peux en quelques mots nous repréciser les choses, nous dire ce qui est bon, ce qui est moins bon, et finalement, nous donner les feux rouges et les feux verts des traitements hormonaux chez la femme. Alors oui, il faut différencier on va surtout parler d'oestrogènes.
Alors, pour la progestérone, donc les femmes sécrètent des oestrogènes et de la progestérone à chaque ovulation. Hein, voilà, ça c'est les hormones naturelles des femmes, oestrogènes et progestérone. Les femmes qui ont des maux de tête, alors qu'elles ont de la progestérone, on sort du champ cardiovasculaire, mais c'est important en prévention de le dire. Il faut en parler à votre gynécologue pour faire au moins un scanner cérébral une fois pour écarter ce qu'on appelle le méningiome, une tumeur bénigne, mais qui peut pousser avec la progestérone. Donc des maux de tête sous progestérone, on ne reste pas avec ça en se disant c'est rien, vous en parlez à votre gynéco ou à votre médecin traitant. Là, on est dans de la prévention hormonale cérébrale. Maintenant, pour le cœur et les vaisseaux, il faut différencier les oestrogènes de la contraception, dont on a largement parlé ce matin ensemble. Donc, des oestrogènes de synthèse qui, pour être contraceptifs, passent par le foie. Et en passant par le foie, ça active la coagulation, le métabolisme des mauvais lipides, et ça fait monter chez certaines femmes la tension. Donc, les oestrogènes de synthèse, on a déjà dit les feux rouges de la contraception. J'ai un risque vasculaire, artériel, veineux ou métabolique, ou j'ai une maladie cardiaque, où je sors de grossesse, je n'en prends pas. Ça, c'est le premier point. Les oestrogènes de la ménopause, ça n'a rien à voir. Ce sont des hormones naturelles. Et en France, mais maintenant en Europe, ils commencent à adapter les pratiques françaises, ça fait plaisir. C'est des oestrogènes qu'on va donner par voie cutanée, transdermique, et soit du gel, soit un patch. Et il n'y a pas, ce n'est pas des hormones de synthèse. Donc, ça ne passe pas par le foie, donc ça n'active pas la coagulation, ça donne plutôt un profil lipidique favorable et ça ne fait pas monter la tension. On évite les traitements hormonaux de la ménopause par voie orale, parce que là, par contre, il y aurait un effet de premier passage hépatique. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça aussi qu'on a formalisé ces parcours cardio-gynéco, une femme qui a des symptômes climatériques, et ils sont très bien spécifiés sur le site d'Agir pour le cœur des femmes. Vous irez dans la rubrique fonds de dotation, publication, et il y a les recommandations HTA, hormones et femmes. Donc, c'est les femmes qui ont des bouffées de chaleur, qui ont des troubles du sommeil, qui ont des douleurs articulaires, qui sont irritables, aboyantes. Moi, quand je l'arrête, on sait tout de suite à la maison, hein, parce que je me mets à aboyer. C'est également humeur triste, sensation de fatigue. Donc, une femme qui a ces symptômes-là, qui, même avant l'arrêt complet des règles, qui a moins de 60 ans, et qui n'a pas de contre-indication artérielle et veineuse, qui n'a pas de diabète compliqué, elle peut se voir se prescrire ce traitement-là, qui n'a pas, bien entendu, de contre-indication gynécologique. Bien sûr, les femmes qui ont déjà eu malheureusement un cancer du sein ou un cancer du col de l'utérus, ces femmes-là ne pourront pas avoir ce traitement hormonal de la ménopause. Donc aujourd'hui, on donne un double label, label gynéco, label cardio, et on a des femmes qui revivent. Donc ce n'est plus « Ah là là, les traitements hormonaux de la ménopause tuent ». C'est archi faux. À partir du moment où on respecte les contre-indications et on a un partenariat avec le groupe d'évaluation de la ménopause, on vient de refaire ces recommandations, ces femmes tirent un bénéfice à être traitées sur le plan de la prévention d'ostéoporose, sur le bien-être et la qualité de vie, et sur la prise de poids, et également sur le vieillissement de l'artère. Mais je n'ai pas le droit de le mettre en disant « Madame, en vous traitant comme ça, je vais éviter un accident cardiovasculaire ». Mais en pratique, les énormes cohortes, notamment danoises, prospectives sur 20 ans, nous montrent que les femmes traitées font moins d'accidents cardiovasculaires que les femmes non traitées. Donc aujourd'hui, depuis à peu près 10 ans, on est revenu sur cette étude américaine, la WHI, et en triant bien les femmes et en respectant les contre-indications, et bien finalement, il y a un bénéfice à traiter ces femmes à l'entrée dans la ménopause. Voilà. Très, très clair. Merci beaucoup, Claire. Je pense qu'on a fait un tour d'horizon. Alors, évidemment, on pourrait y passer, mais en l'espace de 45 minutes, tu nous as donné un nombre d'informations extrêmement important. Et je pense que déjà, la première chose, c'est d'informer, c'est ce que tu as fait. Et au travers de ça, mettre en place cette prévention et puis préparer ces fameuses consultations dont tu as parlé. Voilà. Donc, un grand merci pour ça. Tu voulais qu'on parle Je voulais faire l'inverse, c'est-à-dire que je voulais aussi poser des questions à Thierry, parce que puisque nous sommes dans nos vies parallèles, tous les deux cofondateurs d'Agir pour le cœur des femmes, je voulais que Thierry, que tu nous brosses en quelques minutes finalement quelle est la vision d'Agir pour le cœur des femmes, pourquoi on a décidé de mener cette aventure, d'y associer la Chambre de commerce franco-britannique, puisque la Chambre de commerce est partenaire
d'agir pour le cœur des femmes et vice-versa. Et finalement, pourquoi toi, alors que tu as un emploi du temps plus que chargé à 350%, pourquoi est-ce que tu as décidé de consacrer autant de temps dans ce projet finalement sociétal et médico-scientifique? Alors, plusieurs choses. D'abord, tu as parfaitement décrit cette urgence médicale et sociétale, hein, ou cette urgence sociétale et médicale. Donc, par rapport à ça, il y a deux possibilités. Soit c'était d'être spectateur, soit d'être acteur. Bon. Et nous avons décidé d'associer ton expertise médicale et scientifique juste absolument remarquable. Je rappelle que c'est un très grand honneur pour nous de t'avoir ce matin parce que tu es une des plus grandes j'allais dire, cardiologue spécialisé en hypertension au niveau européen, voire au niveau mondial. Donc, c'est associer cette expertise-là avec peut-être une expertise économique et sociétale qui est la mienne. C'est finalement avoir le meilleur des deux mondes pour faire en sorte de faire bouger les choses, pour faire en sorte d'avoir de l'impact. Voilà. Et faire en sorte que rien ne soit inéluctable. Et l'objectif a été évidemment de créer Agir pour le cœur des femmes dans cette optique-là. Donc, c'est la Women's Cardiovasculaire à l'international, c'est Agir pour le cœur des femmes en France, avec une vision à 5 ans. Et cette vision, eh bien, c'est sauver la vie de 10 000 femmes à 5 ans. Et nous pensons que 10 000 femmes, c'est presque un objectif mineur, qu'il va falloir le majorer, parce qu'on peut aller plus loin, on peut aller plus vite, et tous ensemble au travers des sessions comme celle-là. Et comment sauver ces 10 000 femmes? Eh bien, au travers de ce qu'on a appelé les 3 A du cœur. La première des choses, c'est alerter. C'est très exactement ce que Claire a fait avec vous aujourd'hui. Alerter sur tous ces signes avant-coureurs. Faire en sorte que maintenant, vous soyez informés. Faire en sorte que maintenant, vous soyez ces petits colibris de la prévention et vous puissiez, avec ceux qui vous sont chers, avec vos amis, avec votre entourage, informer sur ces différents sujets. Le deuxième A, c'est anticiper. Et c'est juste essentiel. C'est cette prévention positive, bienveillante, dont Claire a parlé, qui doit associer l'ensemble de l'écosystème de santé. Ça veut dire que lorsque vous allez voir votre pharmacien pour le renouvellement de votre contraception, quand vous allez voir votre kiné, quand vous allez voir votre généraliste, quand vous allez voir évidemment votre gynéco, mais bref, l'ensemble de l'écosystème de santé doit avoir ce réflexe et avoir cette compréhension de ces différents symptômes dont a parlé Claire qui permettent de pouvoir avoir un wake-up call en disant là, il y a un sujet. Quand une femme qui éventuellement est en situation d'obésité, voire a du diabète, fume et que son pharmacien qui la connaît bien, elle arrive avec une contraception à base d'oestrogène de synthèse, wake-up call, warning, d'accord? Et là, à ce moment-là, chacun dans la chaîne doit jouer son rôle, vous en préparant ces consultations et les professionnels de santé pour alerter sur ces différents risques. Et puis le dernier A, c'est agir. Et là, c'est vraiment, vous toutes qui êtes chef d'entreprise, l'idée, c'est d'agir. C'est de se dire, voilà, on va mettre en place des centres Agir pour le cœur de femmes, des centres de consultation gynéco-cardiologique, notamment pour accompagner ces femmes, Claire en a parlé, en phase de préménopause, pour faire en sorte qu'il n'ait rien d'inéluctable et pour faire en sorte que l'on puisse prévenir ces situations. Donc, voilà en quelques mots clairs, Agir pour le cœur des femmes, qui a fêté au mois de février dernier ses 1 an, qui en l'espace d'1 an, grâce à tes prises de parole, grâce à une mobilisation de toute l'équipe, a permis de toucher 43,7 millions de Françaises et de Français, que ce soit au niveau de la presse, que ce soit au niveau de la radio, la télévision, les réseaux sociaux, etc. Et c'est comme ça qu'on fera bouger les lignes. Alors, je crois qu'on a prévu maintenant de prendre un certain nombre de questions. Tu avais d'autres questions pour moi? Non, c'est tout? Non, non, c'est bien. Bon, J'ai vu qu'il y a un chat là qui est très intéressant, qui voilà. est Donc synergique là, avec. on va prendre les questions. Alors, des uns et des autres. Donc, merci à tous de ces Le questions. bus du cœur, tu voulais pas en dire un mot? Non? Oui, mais Non. on va pas avoir le temps là. Je préfère Non, non, d'abord ok, prendre les on questions. prend les questions alors. Voilà. Alors, l'enregistrement, effectivement, sera sur les réseaux sociaux et sur le site de la Chambre. Alors,
juste Anne nous demande de préciser quelques règles d'hygiène de vie auxquelles vous faites référence. Est-ce que tu veux juste en dire un petit mot? Je sais que tu l'as évoqué, mais juste préciser les règles d'hygiène auxquelles dont Bah, tu as parlé. alors, les règles d'hygiène, Anne pourra les revoir dans l'onglet presse du site Agir pour le cœur des femmes. On avait fait un communiqué de presse l'été dernier sur les S du cœur, les S rouges et les S verts. Donc, l'hygiène de vie, c'est l'alimentation. Donc, l'alimentation dont on garde le plaisir en limitant le sel, les sucres d'absorption rapide, les graisses saturées, la viande rouge, et en favorisant légumes verts, viande blanche, oléagineux, huile d'olive, huile de colza, et puis également tout ce qui est épices, ça c'est très bon pour la santé. Activité physique, on en a parlé, au moins 30 minutes par jour, bouger toutes les 2 heures quand on est assis derrière un écran, dormir suffisamment, donc au moins 6 heures par jour, et faire une sieste quand on a un sommeil morcelé pour récupérer ses lacunes de sommeil. Et puis après, on a parlé de la cigarette. Ça, c'est vrai qu'il y a la cigarette. Et c'est également, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, dans l'hygiène de vie, essayer de rire. Rire au moins une fois par jour, parce que rire, c'est vraiment top. Vous libérez plein d'endorphines. Il y a la musicothérapie aussi. J'ai oublié d'en parler. Mais écoutez une musique que vous aimez bien, entre deux, pour vous détendre entre deux zooms, eh bien, vous allez voir, vous allez libérer des endorphines relaxantes naturelles. Alors, question de Sandrine, qui travaille sur l'épuisement professionnel, qui est un vrai bon sujet et c'est un sujet absolument majeur aujourd'hui parce qu'on s'aperçoit qu'on parle des pathologies cardiovasculaires, mais qu'il y a d'autres types de pathologies, et notamment de pathologies d'ordre psychologique, qui sont très importants. Donc, la question de Sandrine, c'est il y a des impacts sur la tension, le taux de cholestérol. Il me semble que du dépistage plus régulier en entreprise sur la tension serait précieux à la fois pour la cardio et pour la prévention du burn-out, car c'est un bon signal d'alarme. Excellente question de Sandrine. Oui, tout à fait. La pression artérielle est très sensible à la sécrétion de l'hormone dont on a déjà parlé, le cortisol, et au système nerveux sympathique. Alors là, c'est un partenariat qu'on a avec la Fondation pour l'HTA. C'est le dépistage TA. Donc en fait, on incite les Françaises et les Français à avoir un appareil d'automesure au bras à la maison pour au minimum 2 fois par an faire un relevé d'automesure tensionnelle sur 2 semaines, donc 2 semaines tous les 6 mois, pour chaque Française et Français, notamment à partir de la quarantaine. Parce qu'on sait qu'à partir de 40 ans, la pression artérielle augmente. En France, c'est un Français sur 2 à 50 ans qui a des chiffres tensionnels un peu élevés. Après, c'est 6 Français sur 10 à 60 ans, 7 Français sur 10 à 70 ans, etc. Donc finalement, effectivement, la mesure de pression artérielle, c'est une super porte d'entrée qui coûte pas cher, qui fait pas mal, pour dépister un niveau de risque un peu plus élevé qu'un autre. Et le poids, le périmètre abdos aussi, hein. Ce que tu peux peut-être préciser, c'est que par rapport à l'hypertension, deux choses. Vous avez sur le site d'Agir pour le cœur des femmes à la fois un certain nombre d'outils, et puis vous avez aussi les éléments qui vous permettent, un peu comme une grille de lecture, de comment prendre sa tension, à quel moment, etc. Donc, une fiche pratique très simple, hein. Donc, il vous suffit d'aller acheter un petit appareil, ça coûte vraiment 3 francs 6 sous, et derrière, de pouvoir suivre les recommandations médicales et scientifiques sur cette prise de tension. Oui, tu as aussi la cible artère des facteurs de risque. Pour donc la médecin du travail qui nous a posé la question. Cette cible, elle est téléchargeable, c'est un PDF. Et finalement, en préparant la consultation, on a tous les facteurs de risque qu'on peut relier entre eux. Et l'objectif de cette prise en charge bienveillante, finalement, c'est d'aller dans le vert. Donc, chaque petit effort, il n'y a pas de petits efforts qui ne servent à rien. Le contrôle d'un facteur de risque, c'est déjà efficace pour la prévention. Donc, finalement, c'est une succession de petits efforts dans le temps, mais il ne faut pas tout faire d'un coup, sinon on ne tient pas dans le temps. C'est petit à petit. Alors, question d'Esther, tu y as un petit peu répondu tout à l'heure, mais je vais quand même poser la question d'Esther qui concerne l'entrée dans la ménopause. Donc, faut-il demander un examen particulier à son cardiologue quand on est entré dans la ménopause? Y a-t-il quelque chose de particulier à regarder? Et Esther dit, j'imagine que le cardio connaît tout ça, bien sûr. On forme les cardiologues à cette nouvelle prise en charge cardio-gynéco. Donc en fait, à l'entrée dans la ménopause, effectivement, c'est la checklist, hein, un bilan biologique standard, glycémie, bilan lipidique, fonction rénale, ionogramme, une mesure de pression artérielle, le périmètre d'abdos, l'interrogatoire. Et ensuite,
En fonction de ça, c'est nous qui allons décider, si la femme est en risque orange intermédiaire, de pousser les examens. Et en tout cas, pour le risque coronaire chez la femme qui est fumeuse depuis longtemps, qui a un peu de cholestérol, un petit peu d'hypertension, un petit peu de surpoids, moi, j'y vais franco. Je fais un échodoppler des vaisseaux du cou, un échodoppler pour dépister l'artérite des jambes, aorte, membre inférieur au moins une fois, et un coroscanner. Parce que le coroscanner, j'ai eu des femmes que j'aime pas dire techniquées, à qui j'ai prescrit cet examen alors que j'ai suivi depuis 4-5 ans, qui avaient des échos d'effort normales et le coroscanner est positif. Si on dépiste, c'est pour derrière mettre en route un traitement. On ne dépiste pas pour faire joli. Donc, on dépiste pour mettre un antiagrégant, une statine et le médicament pour éviter l'infarctus, en fait. Il ne faut pas oublier que ces dépistages, c'est pour éviter de rentrer dans la maladie. Super. Alors, je vais m'autoriser à lire ce petit témoignage de Cindy qui nous dit, en arrivant chez Evia, j'ai fait le constat de tous les risques liés à la sédentarité, dont les risques cardiovasculaires. Et avant de partager des chiffres et des discours de prévention, j'ai d'abord regardé mon quotidien et mis en place des rituels, revu ma façon de vivre. Et aujourd'hui, j'en apprécie les résultats. Mais j'ai vraiment pris conscience du danger quand une amie de mon âge, à peine 40 ans, a fait un infarctus. Voilà, toutes vos informations sont à relayer. Merci Cindy, parce que c'est au travers aussi des témoignages de ces femmes de tous âges que finalement nous nous passons l'information et qu'au travers des échanges et on va dire des expériences des unes et des autres, eh bien qu'on peut faire en sorte de pouvoir mettre en place cette prévention positive et bienveillante. Allez sur le site d'Agir pour le cœur des femmes et vous verrez toutes les semaines, vous avez ces témoignages de femmes qui sont des témoignages d'une authenticité, d'une simplicité absolument remarquable et qui témoignent finalement de leur entrée dans la maladie et comment finalement elles n'ont peut-être pas suffisamment vu, su ou autre et accédé à l'information qui leur aurait permis peut-être d'éviter de rentrer dans cette maladie. Je continue. Patricia, y a-t-il une stratégie pour non pas la péremption, mais j'imagine la prévention en entreprise? Tu veux répondre, Alors, Thierry? je vais peut-être en dire quelques mots. Alors, c'est un vrai sujet, Patricia, et je vais juste faire une introduction sur le sujet. Aujourd'hui, et encore plus dans cette période de crise sanitaire, le sujet de la santé est au cœur, doit être au cœur de nos priorités. Vous savez, les Américains, et j'aime cette phrase, disent: If you take care of the people, if you deeply take care of the people, they will take care of the business. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la qualité de vie au travail, la santé de nos collaborateurs et de nos collaboratrices, c'est juste quelque chose de clé. Et cette période de crise sanitaire a été un accélérateur de prise de conscience collective. Et en se disant, c'est de notre responsabilité en tant que dirigeant, oui, de délivrer les résultats, oui, de tenir les budgets, oui, d'apporter ce qu'il faut pour nos actionnaires en termes d'EBITDA, en termes de création de valeur, etc. Mais tout ça passe par des collaborateurs et des collaboratrices qui soient en bonne santé, qui soient heureux et qui finalement délivrent le meilleur d'eux-mêmes. Donc ce sujet-là, c'est un vrai sujet. Agir pour le cœur des femmes a vraiment cette vocation à la fois d'informer et d'agir vers le grand public, d'informer et d'agir vers tout ce qui est les professionnels de santé, mais aussi, et j'allais dire de manière prioritaire, d'agir vers le monde de l'entreprise au travers de conférences, au travers de dépistage, notamment d'hypertension, au travers de mise en place d'opérations type l'opération bus du cœur qui va être lancée. Qu'est-ce que c'est que ce bus du cœur? Ben, c'est tout simplement le fait que cette crise sanitaire génère une crise économique et qui génère une crise sociale. Et qui dit crise sociale dit une plus grande précarité pour un certain nombre de femmes. Et donc, l'objectif de ce bus du cœur, c'est d'aller au-devant de ces femmes, dans ces quartiers défavorisés, dans ces environnements, on va dire, industriels un peu plus compliqués. Et donc, dans un premier temps, ça va être un certain nombre, ça va être 6 villes en France, plus un certain nombre d'entreprises. Et puis, année après année, l'idée, c'est de couvrir l'ensemble du territoire français et qu'au-delà de ça, ça puisse aller aussi à l'international. Donc, c'est ça véritablement la prévention à l'action. C'est ça aller au-devant
de ces femmes en situation de vulnérabilité et de précarité. Pourquoi? Parce qu'on sait que la précarité est une phase d'accélération de rentrée dans la maladie. Donc, pour répondre à la question de Patricia, oui, il y a une vraie stratégie. Oui, c'est quelque chose qui est important. Et j'ai envie de dire que c'est non pas uniquement de la responsabilité de la médecine du travail, mais c'est la responsabilité du dirigeant, c'est la responsabilité de chacune et chacun d'entre vous qui avez la responsabilité de collaborateurs et de collaboratrices, hein, de faire attention à ces différents signes et puis de pouvoir mettre en place les sessions d'information et de sensibilisation. Alors, je continue. Il nous reste encore quelques minutes. Hop, 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 hop. Alors, Il y avait une question sur les outils connectés. oui. Alors, attendez, je vais y aller. Claire. Oui, absolument. Que pensez-vous des outils connectés dans le cas de l'automesure de la pression artérielle? C'est à moi que tu poses la question? Absolument. Alors, C'est pas moi le toubib. non, 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 mais merci Thierry. Si, donc, on a des outils connectés, effectivement, via les smartphones ou les tablettes, qui sont utiles, qui sont en cours d'évaluation. Donc, il y en a que, notamment, nous, on a un partenariat en cours avec les outils connectés WeThings. Donc, pour l'automesure, c'est très utile. Ça permet finalement que les chiffres arrivent directement au médecin et qu'ils ne restent pas sur un relevé à la maison. On a une étude qui est en cours en ce moment, notamment chez la femme enceinte, pour éviter justement que les chiffres pris par les femmes restent à la maison et qui sont transmis au centre de grossesse pathologique. Donc, les outils connectés, il faut prendre ceux qui ont le marquage en fait CE et qui ont été validés par les sociétés savantes. Très bien. Ben, écoutez, il est 9h35. Claire, je voudrais vraiment, au nom de la Franco-British Chamber, au nom de toutes les équipes qui ont préparé cette session, te remercier très chaleureusement, te remercier du fond du cœur pour tout ce que tu as pu échanger avec chacune et chacun d'entre nous. Rappeler que vous pouvez continuer ce voyage, hein, dans s'occuper de son cœur sur le site d'Agir pour le cœur des femmes, qui a besoin de vous, qui a besoin de votre soutien. Et j'en profite pour remercier Catherine et toutes les équipes qui d'abord ont mis en place ce mois Women in the Spotlight et puis qui ont décidé de dédier ce mois au profit d'Agir pour le cœur des femmes. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que ce moment vous est utile. Partagez-le, échangez. Et puis, j'ai envie de vous dire, profitez de cette belle journée. Il y a un beau soleil. Que tout ce que Claire a pu partager avec vous, eh bien, ce soit quelque chose qui vous permette, on va dire, de mener une vie encore plus heureuse et soyez gourmande de vie. Voilà. Je vous souhaite une très, très belle journée. Merci, Madame la professeure. Merci infiniment et je vous embrasse toutes. Voilà. Bye bye. Bravo, merci beaucoup. Merci.